Claude Lorrain, bonjour. Bonjour. C'est donc vous qui vous cachez derrière ce masque. Vous êtes ici pour nous présenter le beau métier de psychologue, journal d'un psychodramatiste. Alors pourquoi ce titre, le beau métier tout d'abord? Eh bien voilà, ce beau métier parce que justement, il nous plonge au cœur de l'âme humaine, avec ses tourments et avec sa complexité et avec ses masques. Et effectivement, c'est un métier dans lequel on ne s'ennuie jamais, qui n'est pas répétitif, qui est un métier passionnant, qui exige beaucoup de chacun, de la part des patients, mais aussi de la part du thérapeute. Et je dirais qu'il est diversifié parce qu'il y a des psychologues qui travaillent en clinique, il y en a qui travaillent en psychologie expérimentale, d'autres qui travaillent dans le domaine du social. Et donc en fait, ce n'est absolument pas ni répétitif ni ennuyeux. Donc par ailleurs, bon, je trouve que c'est beau. Je n'ai pas écrit un bon métier, mais un beau métier, parce qu'en fait, à l'origine, chez les Grecs, justement, à l'époque où on portait ce qu'on appelait ces masques, ça s'appelait des hypocrites. C'est de là que vient le terme. Donc c'était des masques que portaient les gens. Et c'est vrai que à l'origine, si mon souvenir est exact, ça voulait dire aesthetai, esthétique, ça voulait dire le sensible. Et donc la psychologie, c'est devenu la science du sensible et de l'émotionnel. Voilà, donc c'est essentiellement pour cela. Mais alors, est-ce que vous ne risquez pas de donner une image idéalisée du psy? Alors, l'image idéalisée, elle existe parfois, mais là, certainement pas, en tout cas pas dans ce livre, dans la mesure où effectivement, il y a eu, je rapporte ça dans le livre, beaucoup de personnes qui se sont, on va dire, qui se sont fourvoyées, des psychologues de l'époque de Freud d'ailleurs. Je pense par exemple à, enfin, j'en cite 15, je ne vais pas les donner là tout de suite, mais il y en a une quinzaine qui sont des psychologues qui étaient tourmentés, qui étaient pour certains vraiment atteints, et ils se sont suicidés. Donc à l'époque de Freud, c'était déjà des gens qui n'étaient pas idéalisés en tout cas, et puis d'autres qui se sont fourvoyés dans des love affairs, comme disent les Anglais, c'est-à-dire Carl Gustav Jung qui couchait avec une de ses patientes, Sabina Spielrein, Sándor Ferenczi, sur lequel j'ai écrit pas mal d'ouvrages. Voilà, ils se sont fourvoyés d'un point de vue, on va dire, érotique. Et c'est un peu dommage. Donc je ne donne pas une image idéalisée, je donne plutôt une image un peu ébréchée même. Alors, à contrario, pourquoi parlez-vous de normalité à propos des astronautes dans votre précédent ouvrage? Alors, normalité, bah écoutez, je fréquente, j'ai la chance de fréquenter des gens d'exception, des astronautes, des pilotes, et ce sont des gens qui sont, sur le plan de l'équilibre, qui sont véritablement merveilleux, sur le plan émotionnel, sur le plan affectif. Ils n'ont aucune dépendance. Parce que si on est dépendant à l'alcool ou au tabac ou à n'importe quoi, ce n'est pas possible. Et puis, que dire encore, ce sont des personnes complètement équilibrées, bon, évidemment très savants par ailleurs, mais surtout fiables. Voilà, le terme que je cherchais, ils sont fiables. Donc la normalité, pour moi, c'est la fiabilité. Et je vais prendre quelques exemples dont j'ai parlé dans les livres précédents. J'ai une de mes patientes qui faisait cuire son steak avec du sif ammoniacal. Bon, j'ose dire, ce n'est pas normal. Bon, j'ai un patient dont j'ai parlé aussi, auquel j'ai consacré une étude clinique, qui se prenait pour le Christ. Je ne voudrais pas qu'il soit pilote de l'avion dans lequel je vais aller. Donc la normalité, pour moi, on l'a beaucoup décrié en disant on est tous fous, on est tous fous, on est tous normaux. Non. Pour moi, non. Je pense à une autre personne aussi à l'hôpital que j'ai essayé de traiter, qui allait à un enterrement habillé en rose fluo. Il y a des choses qui sont tellement étranges que franchement, non, on peut réhabiliter. Et les normaux, bah, ce sont les astronautes ou les pilotes ou les commandants de bord, ce sont des gens vraiment sur lesquels on peut compter et qui sont à la fois normaux et surtout fiables. Alors pourquoi privilégier le théâtre thérapeutique par rapport à d'autres techniques de soins? Alors le théâtre thérapeutique, j'y suis venu par le théâtre d'ailleurs,
Et je le privilégie parce que, en plus de la parole, où on peut s'expliquer concernant les conflits, etc., avec la famille, les professionnels, etc., dans le domaine du travail, on peut agir. Il y a l'action en plus de la parole. Donc par rapport à une psychothérapie individuelle, il y a un plus, et ce plus, on le voit dans le jeu, dans le jeu, dans l'action, et l'avantage dans un psychodrame, eh bien, c'est qu'on peut faire revivre des morts, puisque voilà, on peut tuer des vivants, quand on est en colère contre quelqu'un, c'est contre, puisque je travaillais avec des psychologues stagiaires en master 2 de psycho, en fait, ils incarnent des rôles, et effectivement, en incarnant les rôles, eh bien, la colère, par exemple, elle n'est pas destructrice, parce que si vous êtes en colère contre quelqu'un de votre famille, vous le faites, mais contre quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est un gros plus. Et puis ça a un côté spectaculaire, on rigole, on pleure. En tout cas, il y a beaucoup plus d'émotions que dans une psychothérapie individuelle tranquille et classique. Et en quoi vos documents de retranscription sont-ils exceptionnels? Alors, il y a 2 journalistes qui m'ont dit que c'était assez exceptionnel, et bon, peut-être que c'est vrai, enfin je voudrais rester quand même assez modeste. C'est exceptionnel dans la mesure où j'ai retrouvé dans ma cave des textes qui avaient été, qui sont des retranscriptions en fait, de séances, et il y en a beaucoup. Il y a l'équivalent de 17 séances avec un monsieur, 35 séances avec une dame, et tout est retranscrit. Et c'est bien parce que mes stagiaires ont fait un gros travail, dans la mesure où effectivement, il y avait, à l'époque, nous avions l'interdiction de filmer et d'enregistrer au magnétophone. Donc ça reste un document exceptionnel, comme celui de Moreno, qu'il avait consacré à une de ses patientes. Tout était écrit voilà, tout était sous forme de prise de notes. Alors quel est votre rapport original dans la théorie? Alors dans la théorie, je dirais brièvement que j'ai réfléchi en travaillant avec notamment des physiciens et Pierre-Gilles Degène sur des géométries du tordu. Par exemple, Pierre-Gilles Degène a travaillé sur le pop-corn. Quand on chauffe des grains de blé, ils éclatent, et donc en les chauffant, ils éclatent, et c'est pour certains un modèle de la schizophrénie avec l'éclatement. Et c'est aussi l'image que j'ai choisie de Salvatore Dali. C'est pas n'importe laquelle, j'ai choisi cette image parce qu'il y a d'un côté l'éclatement par le haut du crâne, et la sérénité du psychologue en bas au niveau de... Voilà, donc j'ai voulu... quel était votre rapport original à la théorie? Alors, sinon, oui, il y a peut-être quelque chose de plus important concernant les ruptures. Il y a beaucoup de ruptures dans notre société, sentimentale, voilà, bon. Et parmi les ruptures, vous avez 2 types de ruptures, à mes yeux. J'ai écrit un chapitre qui s'appelle Le vase ou l'élastique. Vous avez une rupture de type qui casse net, comme un vase de cristal. Donc là, la rupture, elle est immédiate. Et puis vous avez les ruptures qui s'étirent en longueur. Et Pierre-Gilles Degène travaillait sur les objets fragiles. Il travaillait sur la guimauve et le caramel mou et les chewing-gums. Et donc, en fait, ces modèles, ça peut être des modèles théoriques, un peu comme Lacan utilisait à l'époque, il y a longtemps, il utilisait les nœuds borroméens. Et je trouve que c'était intéressant. Et là, les pop-corn, le caramel mou, ça permet de comprendre les psychoses qu'on appelle les psychoses adhésives ou les psychoses symbiotiques, où la mère ne peut pas se détacher de l'enfant et l'inverse. Donc là, ça conduit à des aliénations. Et je trouve que ce sont des modèles intéressants. Pourquoi êtes-vous pessimiste quant à l'avenir de votre profession? Alors, je suis pessimiste, oui, peut-être, mais en même temps, bon, je vais vous dire, je suis pessimiste parce que de plus en plus, nous sommes remplacés par des robots et des algorithmes qui sont extrêmement performants, dont certains, par exemple, pour les tests, peuvent parfaitement remplacer l'être humain. Et puis, bon, donc, dans le 20 ou 30 ans, j'ai donné rendez-vous à certains de mes étudiants en 2030, et je me dis que, bon, peut-être qu'ils seront dans une autre configuration, mais en même temps, bon, serons-nous remplacés en tant que psychologues
je l'ignore, mais à la fin j'ai consacré effectivement un chapitre sur que deviendront les psychologues. Je ne sais pas, j'ai pas de boule de cristal, je dis simplement que pour l'instant il y a plutôt une inflation. On en utilise dans les crises dans les cellules de crise, dans les hôpitaux, dans plein de services, et c'est plutôt bien. Maintenant, je dirais que je suis à la fois pessimiste et en même temps j'ai plein d'espoir en me disant que être psychologue, c'est un métier, si je puis le dire, qui laisse à désirer. Donc voilà, je voulais terminer sur un petit masque qui vient là aussi d'un endroit du monde merveilleux. Merci beaucoup.